Bonsoir, entrons donc ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, une question simple: qui résiste et pourquoi à un changement de stratégie des forces de l'ordre? Faut-il tout revoir en ce domaine, comme l'a déclaré récemment le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner? La semaine dernière, à l'issue du G7, le président de la République Emmanuel Macron a en effet expliqué que si les forces de l'ordre avaient fait un travail remarquable au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, il avait pu y avoir des erreurs, entre guillemets, je cite, avec des gens qui n'étaient pas violents. Qu'est-ce qu'une politique de maintien de l'ordre? Comment la faire évoluer? C'est ce dont nous discuterons avec nos trois invités ce soir. Sébastien Rocher, il sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon. Il est sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de La police en démocratie chez Grasset. Grégory Joron est secrétaire national des CRS au syndicat Unité SGP Police FO. Et le général Bertrand Cavalier est également avec nous. Il est général de division, spécialiste du maintien de l'ordre, ex-commandant du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier en Dordogne. J'ai attendu que nous soyons à froid, c'est-à-dire sortis du contexte de tension que nous avons connu, pour mettre à plat tout le schéma national d'ordre public. Je suis prêt à revoir la totalité de l'ordre public en France pour trouver les meilleures solutions. J'ai mis en place un groupe d'experts avec des anciens magistrats, avec des flics, avec des journalistes, avec des spécialistes de ces questions pour qu'ils nous éclairent, pour qu'ils regardent ce qui se fait ailleurs à l'étranger. Moi, je n'ai aucun tabou. C'était donc le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui était interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM Télé. Il précisait dans la suite de cette interview qu'il réunirait de nouveau ce groupe d'experts pour présenter dans les prochaines semaines un nouveau schéma national avec le secrétaire d'État Laurent Nunez. Alors nous sommes avec trois spécialistes du maintien de l'ordre et de son histoire. D'abord, peut-être avec vous, général Bertrand Cavalier, qu'est-ce qu'un expert de maintien de l'ordre, puisque le ministre en parle? C'est quoi un expert en maintien de l'ordre? Un expert du maintien de l'ordre, c'est quelqu'un qui cumule d'une part une bonne maîtrise de la doctrine, de la réflexion, de la pensée, et puis également de la pratique qui a été engagée sur le terrain pendant un nombre suffisant d'années à des postes significatifs, qui a une légitimité opérationnelle. Et pour vous, qu'est-ce qu'il en est du spécialiste de maintien de l'ordre ou de l'expert en maintien de l'ordre, Grégory Joron? Oui, moi je vais confirmer ce que vient de dire le général. Alors moi, j'en suis pas un. Humblement, j'ai quelques années de maintien de l'ordre en compagnie, un peu plus d'une dizaine, mais j'ai pas de formation particulière, on va dire, entre guillemets, dans l'expertise. Voilà, j'ai juste quelques années de métier. J'espère que dans ce groupe d'experts, il y a des fonctionnaires de la base et des véritables experts, en effet. Et pour vous, Sébastien Rocher, qui est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de La police en démocratie. Vous travaillez depuis très longtemps maintenant, une vingtaine d'années, ou même une trentaine d'années, sur ces questions de rapport de la société à sa police et aux forces de l'ordre. Vous êtes un expert en maintien de l'ordre ? Alors, je suis un expert autoproclamé d'après certains responsables syndicaux. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler les faits, d'analyser les données qui sont constituées, et à partir de là, de comprendre les dynamiques qui s'enclenchent dans le maintien de l'ordre. Et donc, tout le monde est un expert. Les participants sont des experts du maintien de l'ordre, les policiers sont des experts du maintien de l'ordre, les organisations des droits de l'homme sont des experts du maintien de l'ordre. C'est ça la conception du maintien de l'ordre en démocratie. Ce n'est plus la propriété du gouvernement, c'est une expertise collective qui fait progresser le maintien de l'ordre. Et c'est ce qu'ont fait les projets KFCD, le projet Godiac, etc. Alors, le projet Godiac, il faut peut-être le préciser, c'est un projet européen auquel d'ailleurs la France n'a pas participé dès le départ. Je ne sais pas si elle y participe aujourd'hui, justement, sur les bonnes pratiques en matière de maintien de l'ordre. Oui, tout à fait. Ce sont la définition de l'expertise. Moi, ce n'est pas ma définition, c'est la définition qui émerge en Europe, donc dans un ensemble de pays démocratiques qui considèrent que la bonne manière de réfléchir au maintien de l'ordre, c'est pas celle de M. Castaner qui dit les seuls experts sont les policiers et les gendarmes, mais c'est justement de rapprocher les policiers et les gendarmes qui ont toute leur place de la société, puisque le maintien de l'ordre, c'est la gestion des foules. Et cette gestion des foules a été mise à mal justement par la façon dont se sont déroulées les manifestations, en particulier des Gilets jaunes pendant plus de 6 ou 8 mois et même encore presque 10 mois, parce qu'elles continuent encore aujourd'hui et elles vont peut-être durer jusqu'au premier anniversaire du côté du mois de novembre de cette année. Donc, et ces manifestations des Gilets jaunes ont donc
permis à la fois de mettre à mal donc, la façon dont on dirigeait les forces de l'ordre dans des manifestations et aussi de peut-être faire réfléchir ceux qui sont en charge de cette question-là vers un nouveau chemin pour le maintien de l'ordre. Qu'est-ce qu'il en est justement de cette question, Bertrand Cavalier? Bon, je reviendrai d'abord sur la définition de l'expert. Bon, je reste quand même sur le fait que s'appuyer bien sûr sur les études universitaires me semble très important, mais la pratique... Vous en avez fait vous-même des études universitaires. Tout à fait, notamment en la matière. Mais bon, je salue quand même le propos sur le fait que c'est vrai que ce groupe qui va réfléchir sur l'ordre public, sachant que pour moi le maintien de l'ordre, c'est certes le contrôle des foules, mais ça va plus loin. C'est plus loin. Ça va plus loin. C'est la cohésion de la nation. Hein, c'est l'autorité de l'État. Tout ce que rappelle d'ailleurs le code pénal, hein, puisque le maintien de l'ordre en France est structuré avant tout par le code pénal. Pour revenir à ce qu'a dit le ministre, bon, moi je ne vais pas me contredire en ce sens que depuis bientôt 1 an, je ne cesse de dire que on n'est pas devant une obligation de remodeler la doctrine. On doit identifier ce qui explique les échecs constatés tant en matière tactique qu'en matière d'emploi de la force. Alors cette doctrine, il faut peut-être le rappeler, elle est simple, elle possède 3 points. Vous pouvez nous rappeler les 3 points de la doctrine du maintien de l'ordre à la française, parce que ça n'est pas forcément la même partout en Europe. Alors les 3 points sont fondamentalement, 1, l'emploi d'unités spécialisées. C'est le premier pays qui a choisi de spécialiser des forces de sécurité, à savoir historiquement les gendarmes mobiles et les CRS. Deuxièmement, c'est la proportionnalité dans l'emploi de la force, une stricte gradation dans l'emploi de la force. Et puis, le maintien à distance. Le maintien à distance des adversaires, et c'est peut-être ce qui a évolué, en tous les cas, pendant les manifestations des Gilets jaunes, mais déjà, par exemple, pendant les manifestations de la loi travail en 2016, Grégory Geron, cette question de la mise à distance de l'adversaire, donc de se trouver à distance de ceux qui manifestent, a été, disons, mise à mal, là aussi, par un rapprochement progressif des forces de l'ordre. Forcément, parce que cette mise à distance se base aussi par l'utilisation de l'effet lacrymal. C'est là-dessus qu'on base aussi notre gestion de foule. Et malheureusement, les gens qu'on avait aussi à gérer étaient tout équipés, ou on l'a vu sur le mouvement des Gilets jaunes, très équipés et particulièrement de masques à gaz plutôt efficaces, qui faisaient que forcément, déjà, l'effet lacrymal ne fonctionnait pas. Et on a, je pense, perdu de vue depuis de nombreuses années qu'aussi le maintien de l'ordre comprend aussi le choc de temps en temps et d'aller au contact. Et ça, c'est aussi une réalité, ça a toujours existé. On a eu des mouvements durs dans certaines années, les années 80 ou même avant, avec des maintiens de l'ordre qui se passaient aussi au contact. Et on a simplement perdu de vue pendant un moment que de temps en temps, il fallait aussi inclure ces manœuvres-là de contact. Et puis, il y a aussi des innovations, en tout cas de ce qui est apparu comme des innovations de la part de ceux qui ne connaissent rien au maintien de l'ordre et qui ne sont pas du tout des experts comme moi. Par exemple, ce qu'on a vu apparaître dans les manifestations de 2016 sur la loi travail, en tout cas qui s'est généralisé, le nassage, donc avec cette idée de la nasse, du kettle, comme on dit en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que le nassage et en quoi cela facilite ou au contraire rend plus énervé ceux qui manifestent? Qui veut intervenir sur ce point, Général Bertrand Cavalier? Alors, le nassage, ça semble être une spécificité de la préfecture de police de Paris, puisque, en fait, ça va un peu à l'encontre de ce qui a été enseigné dans les fondamentaux du maintien de l'ordre, c'est toujours laisser une échappatoire. Alors qu'on puisse nasser quelques... Nasser, c'est donc rassembler, par exemple, contre un mur, et les empêcher. Voilà. Alors, il y a à plusieurs reprises des populations composées, une population bien sûr assez composite de gilets jaunes ont été bloquées. Et il y a eu un effet de cocotte minute. Hein. Bon, il y a une sorte de pression qui a augmenté. Et nous pensons, en tout cas, je vais écouter attentivement le camarade des CRS pour voir quelle est son analyse en la matière. Grégory Geron, puis je donne la parole ensuite à Sébastien Rocher depuis Lyon. Je pense qu'en effet, c'est une technique qu'on peut utiliser pour encadrer, par exemple, des supporters, pour les amener jusqu'à un stade, etc. etc. C'est une technique qui est utilisée aussi dans des techniques de désescalade dans d'autres pays européens, c'est une réalité, parce que c'est une technique qui est oppressive, sauf qu'en matière de l'ordre, c'est aux antipodes de ce qu'on doit faire, en effet, c'est-à-dire toujours laisser une possibilité à la foule de pouvoir évoluer et sortir de cet endroit-là. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, dans ce qu'on doit faire évoluer, si on parle de doctrine
Moi, ça me semble un peu pompeux parce que je ne suis pas sûr qu'on doive jeter tout avec l'eau du bain, comme le dit le ministre. Je rappelle que le maintien de l'ordre, on l'exporte à l'international, que sur la gendarmerie ou les CRS, nos techniques de gestion de foule sont, pour les CRS, en 2017 et 2018, exportées dans 48 pays différents. Donc voilà, donc, je ne pense pas qu'on soit totalement dans le faux dans la gestion de foule démocratique qui est appliquée en France. Sébastien Rocher, sur ces questions justement d'évolution et peut-être de changement de tactique, en tous les cas, dans les manifestations des Gilets jaunes, mais auparavant dans les manifestations contre la loi travail, et donc peut-être un rapprochement, un énervement supérieur de la part des manifestants qui se trouvaient coincés, qui n'avaient plus d'échappatoire, comme le disait à l'instant même le général Bertrand Cavalier. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur la doctrine. Bon, moi, je pense qu'en France, il n'y a pas de doctrine du maintien de l'ordre. Je pense qu'on ne peut pas trouver, si vous cherchez sur Internet, doctrine du maintien de l'ordre, ministère de l'Intérieur, vous ne trouverez aucun document. Oui, mais quand on forme, comme dans les écoles de police ou dans les écoles de gendarmerie, les gens qui doivent maintenir l'ordre, j'imagine qu'elles sont formées avec une doctrine, en tout cas avec quelques règles de base qui doivent être appliquées en tout cas. Donc il y a des pratiques, il y a une pratique du maintien de l'ordre qui est enseignée et qui d'ailleurs peut évoluer, mais ce n'est pas codifié. Et la codification serait déjà un progrès. Parce que la codification oblige à réfléchir. Si vous mettez des associations, défenseurs de droits de l'homme, des représentants, des professionnels de la sécurité, des autorités publiques locales ensemble, et vous les faites réfléchir, et pour produire un document, il va y avoir un bénéfice à ça. Bon, pour l'instant, vous semblez dire que c'est trop tenu par des professionnels de la profession et qu'il faudrait ouvrir cette question à des gens qui sont des citoyens, des gens qui s'intéressent à ces questions de maintien de l'ordre et qui participent à la réflexion collective. C'est ce que vous voulez dire, Sébastien Rocher ? Oui, bien sûr. Je veux dire, bien sûr, la santé, par exemple. Aujourd'hui, il y a des malades qui participent à la conception de ce que c'est que les soins. C'est exactement la même chose qu'on doit faire en matière de police. Mais ce que je veux dire, il faudrait le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait cette discussion, et ce n'est pas une journée ici ou là qui permet de le faire. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Et je vais m'appuyer sur ce qu'a dit tout à l'heure le général, parce que la préfecture de police de Paris aurait des singularités. Ça montre bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doctrine unifiée. Je ne dis pas qu'il en faudrait une qui soit nécessairement unifiée en tout, mais je pense que ça serait bien qu'il y en ait une, y compris dans la gradation. Si vous lisez le rapport de 2014 de l'IGPN et de l'IGGN, vous verrez qu'eux-mêmes, les inspections de la police et de la gendarmerie soulignent le défaut de doctrine en matière de gradation de l'usage de la violence. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas en matière de codification. Ça n'empêche pas que ça a été très bien dit par M. Joron, qu'on exporte dans un certain nombre de pays, pas forcément très démocratique d'ailleurs, les techniques du maintien de l'ordre. On se souviendra de la proposition du ministère des Affaires étrangères de résoudre le problème de Tunisiens en envoyant les CRS, en formant mieux les CRS. Du temps de Ben Ali. Grégory Joron, voilà, Grégory Joron sur ces questions. Est-ce que vous seriez prêt justement à ouvrir de façon transparente et démocratique des formations, à des discussions avec des citoyens, des gens qui ne sont pas, disons, de la maison ? CRS ou gendarmerie mobile. Je pense qu'encore une fois, on a travaillé sur les différents temps du maintien de l'ordre, c'est-à-dire la préparation, le déroulé et ce qui se passe après. Très clairement, on est tous fixés sur ce qui se passe pendant le maintien de l'ordre, sauf qu'on est très mauvais dans ce qui se passe avant, et c'est là, à mon sens, qu'on doit travailler. Très mauvais dans Qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple, dans les prises de contact avec les futurs manifestants, discussions dans la conception des dispositifs, parce qu'on s'aperçoit sur le mouvement des Gilets jaunes, malheureusement, et moi je le déplore, et je l'ai écrit, et je l'ai dénoncé, et je l'assume totalement, les spécialistes de maintien de l'ordre, que sont les gendarmes ou les CRS, sont très rarement mis autour de la table pour mettre en place un dispositif. Alors, même les spécialistes de maintien de l'ordre sont mis à l'écart dans des moments aussi tendus que la question. Ils vont au briefing la veille du MO, on leur explique où ils doivent se positionner, comment ça va se passer, sauf que le maintien de l'ordre, c'est justement une matière vivante, puisqu'on gère une foule, et qu'on n'a pas de boule de cristal, et on ne sait jamais comment ça va se passer le lendemain. Et que justement, cet apport de technicité que pourraient justement apporter les CRS et les gendarmes, la préfecture de police, clairement, s'en passe royalement et fait régulièrement sans. Donc j'espère que les changements de doctrine, ça va surtout être des changements à ce niveau-là, où on va pouvoir justement simplement avoir une conception plus technique avec un regard simplement pragmatique. Bertrand Cavalier.
à la fois sur ce que vient de dire Grégory Joron, et puis cette proposition donc réitérée de la part du chercheur Sébastien Rocher de se dire ça n'est pas qu'une question de spécialiste. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le maintien de l'ordre, c'est une fonction centrale dans la vie d'une démocratie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des débats très importants durant la Troisième République, notamment sous l'égide de Clémenceau. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement une réflexion politique qui a débouché sur quand même des éléments de doctrine qui ne sont peut-être pas tous suffisamment formalisés, mais l'emploi de forces spécialisées, c'est un élément très puissant. Le fait de maintenir à distance, là aussi, qui est enseigné dans les écoles, notamment où on forme des CRS et des gendarmes. Bon, je reviendrai après sur la gradation d'emploi de la force et de toute la mise en adéquation par rapport à ce principe de la palette de moyens qui sont disponibles. Bon, maintenant, pour l'ouverture sur Saint-Astier, moi j'ai accueilli Amnesty International dans les années 2000. Saint-Astier, donc c'est donc l'école... Le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie, c'est un centre qui forme 10 000 militaires par an, mais qui forme également beaucoup d'étrangers. Certes, pas toujours de pays démocratiques, mais il faudrait peut-être les compter, les pays démocratiques. Voilà, donc cette démarche d'ouverture et de s'ouvrir également au monde universitaire, au monde de la recherche. Maintenant, je reviens sur quand même des choses très concrètes. Pourquoi les échecs, parce que ce sont des échecs dont il faut parler sur Paris notamment, il y a eu double échec. Ce ne sont pas des erreurs, comme l'a dit le président de la République, ce sont des échecs. Non, il y a eu des échecs parce qu'au niveau de la conception de manœuvre et de la conduite du maintien de l'ordre, et là il faudrait vraiment intégrer les praticiens, parce que le maintien de l'ordre, c'est également de la manœuvre. Il n'y a pas qu'à Paris où les manifestations ont mal tourné, elles ont mal tourné à Bordeaux, à Marseille ou dans d'autres endroits. Il y a eu le problème du dosage dans l'emploi de la force, notamment la problématique des LBD, qui renvoie notamment à l'engagement en premier échelon d'unités non spécialisées. Alors justement, témoignage de gilets jaunes blessés en manifestation. J'ai dit ouais, faut qu'on se barre parce que là ça commence à péter. J'ai entendu une première balle qui tape dans le mur, une deuxième je crois, et la troisième je l'ai pris dans la tête. Bah, j'ai mon œil dans ma main quoi, et ça faisait voilà, un trou noir, un cratère noir. On est resté sur le trottoir, on a fait demi-tour et on a marché à peu près 2 minutes et là j'ai été impacté par un tir de flashball en plein visage. Je ne comprenais pas trop ce qui se passe et là il y a eu une très forte détonation et j'ai eu un choc à la tête, à l'œil. Je ne voyais plus rien du tout et ça saignait abondamment. Pour moi, j'ai dit l'œil il a éclaté. Je titube, je vacille. Il y a des notions, elles ne sont plus là. Le premier gilet jaune qui me voit, quand je vois son visage horrifié, là je me dis je suis pas bien, je tiens peut-être avec un peu d'adrénaline, je fais 5 pas, je tombe. Témoignages de gilets jaunes blessés en manifestation qui ont été recueillis par le Parisien.fr. Sébastien Rocher, vous êtes intervenu très souvent depuis ces manifestations des gilets jaunes pour contester justement l'usage du LBD, donc ce lanceur de balles de défense qui a donc été responsable en partie de beaucoup d'énucléations et beaucoup de blessés dans ces manifestations. Vous dites qu'on appelle ça des armes dites intermédiaires et qu'elles sont interdites dans d'autres pays comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne. Oui, moi j'ai été personnellement très choqué. Voilà, mais je ne l'étais pas au début. C'est-à-dire, si vous reprenez, d'ailleurs, comme j'ai publié des choses dans les journaux, ça permet de m'empêcher de reconstruire la réalité. Début décembre, quand je fais l'analyse pour Le Monde de ce qui s'est passé à Paris, j'ai pas encore compris ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer selon vous à ce moment-là, justement ? C'est une utilisation massive de la violence dans la gestion de la foule. Bah, c'est ce qu'a dit aussi d'une autre manière M. Cavalier, la dosage dans l'emploi de la force. On peut le dire de différentes manières, mais quand on a perdu les yeux, quand on a les mains arrachées, si ça, c'est pas des violences, je ne sais pas ce que c'est. Et ce que j'ai progressivement compris, c'est l'interprétation politique du mouvement qui a été donnée par M. Macron et M. Castaner, qui ont commencé à inventer l'idée qu'il y aurait une sorte de groupe de factieux qui menaçait la stabilité des fondements de la République et que ça permettait un usage immodéré de la force, et notamment par des unités non professionnelles que sont les BAC en matière de maintien de l'ordre. Et moi, j'ai travaillé au Liban, en Tunisie, en Turquie, et j'ai vu ce que c'était que des groupes qui menaçaient la stabilité des institutions. Quand vous voyez en Tunisie que tous les postes de police ont été attaqués, là, vous avez quelque chose. Ce n'est pas une caserne ici, c'est tous les postes de police. Quand vous voyez que le Parlement turc a été bombardé, oui, là,
il s'agit d'une menace contre la stabilité des institutions. Mais en France, ça n'a jamais été le cas. Mais ça a orienté le maintien de l'ordre vers des volumes d'abord de personnel, vers une diversité de types de professionnels qui est beaucoup plus compliquée à gérer, et vers une utilisation massive des grenades, effectivement, et des LBD qui sont quasiment pas utilisées en Europe, en dehors des pays comme la Pologne, qui ont une histoire démocratique récente. Voilà. Alors c'est ça qui est très très dommageable et qui mériterait réflexion. Ça ne va pas rendre leurs yeux aux gens, mais je pense que ça mérite l'ouverture d'une réflexion avec la société civile, avec les médecins, avec les ONG, et avec les policiers et avec les gendarmes. Grégory Joron, vous n'êtes sûrement pas d'accord avec tout ce que vient de dire Sébastien Rocher, mais sur la question de la variété des gens qui sont intervenus dans un mouvement aussi long que le mouvement des Gilets jaunes, avec des forces de police, des gens qui n'étaient pas habitués à la question du maintien de l'ordre, à côté de gens spécialisés comme les CRS ou les gendarmes mobiles, je pense que vous avez un certain accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la variété des forces qui étaient mise en œuvre sur le terrain, qui peut-être a compliqué le maintien de l'ordre à la française tel qu'il était imaginé au départ. C'est évidemment, mais ça rejoint la question de l'échec des dispositifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on inverse les grilles de lecture et que forcément on met des collègues qui, je le rappelle, étaient très, très peu équipés, puisque, encore une fois, ce ne sont pas des professionnels de MO. Ils sont allés acheter des casques à Decathlon et des protèges tibia de football. On les met en première ligne, alors qu'ils doivent être derrière les forces mobiles pour venir en appui ou pour faire des interpellations. On les a mis en première ligne. Ce sont des gens qui sont formés pour faire des violences urbaines, qui travaillent dans les quartiers habituellement ou dans des brigades anticriminalité, et qui font du saut dessus et qui sont toujours en milieu hostile. Ils ne sont pas là pour faire de la gestion de foule, et ils n'ont pas la culture de professionnels qu'on peut avoir en CRS ou chez les gendarmes. Donc évidemment, et juste un petit point quand même, malheureusement, on n'a pas de témoignages de policiers blessés et de gendarmes. Je vous rappelle qu'il y en a eu 1500. On sait, 600. Je rappelle aussi que les pays comme l'Allemagne et l'Angleterre ont des stratégies certes différentes, mais aussi d'expressions de foule totalement différentes. Et personnellement, et c'est là qu'on est en désaccord avec M. Rocher, et que, en tout cas, moi je le suis, c'est sur la stratégie de désescalade qui porte régulièrement dans ses analyses et qui me semble aujourd'hui pas appropriée, parce qu'elle n'aurait de toute façon pas fonctionné. Stratégie de désescalade qui est généralement mise en œuvre justement, par exemple, en Allemagne. Oui, mais sauf que ça n'aurait pas fonctionné avec les Gilets jaunes. On a échoué également à Hambourg. Général Bertrand Cavalier. Je reviendrai d'abord. Oui, comparaison, mais ce qui s'est quand même passé le 1er décembre a été gravissime. Le 1er décembre, le centre de gravité de Paris a été menacé. Il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé le 1er décembre, le niveau de violence extrême. Bon. Non plus ce qui s'est passé le 16 mars. Sachant qu'on aurait pu tirer d'ailleurs les enseignements du 1er décembre pour le 16 mars. Ouais. Et le 16 mars, on revient sur un problème qui est celui d'une conception de manœuvre non adaptée et surtout d'un système qui est très lourd, qui ne permet pas de manœuvrer sur le terrain et d'anticiper. Plus vous manœuvrez, moins vous usez de DLBD, moins vous usez des grenades. Bon, c'est ça aussi la doctrine du maintien de l'ordre. Mais vous comprenez bien que pour un citoyen qui regarde sa télévision, qui ne connaît pas ces doctrines de maintien de l'ordre telles que vous les décrivez, Général Bertrand Cavalier, il ne comprend pas effectivement ces dissensions que l'on sent quand on vous à mot couvert dans vos discussions autour de cette table, entre préfecture de police de Paris, forces qui ne sont pas habituées à faire du maintien de l'ordre, forces qui sont spécialisées là-dedans, etc. Je vais résumer en 2 points. Le premier, c'est l'emploi, pour moi, totalement exagéré d'unités non spécialisées. Bon. Et ce sont elles d'ailleurs qui ont fait un usage excessif de la force, notamment du LBD. Le deuxième point, c'est qu'il faut des conceptions de manœuvre qui permettent aux acteurs, à des groupes de force, c'est-à-dire qui regroupent plusieurs CRS ou plusieurs escadrons, de manœuvrer et de disposer d'une initiative. Quand vous avez un système hyper dirigiste, qui est celui de la préfecture de police, vous ne pouvez pas anticiper. Alors après, il y a également toute la manœuvre dans la profondeur, et puis également le cadre juridique dont il faudra parler, qui a évolué avec la loi du 10 avril 2019. Mais voilà, il y a 2 points majeurs qui expliquent les échecs, et si on avait respecté la doctrine et respecté ce que savent les sachants, les praticiens, on aurait eu moins de problèmes.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. 18h45 sur France Culture, un temps du débat autour de la question du maintien de l'ordre, de la possibilité ou non de tout changer, comme le dit le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, et de tout revoir dans ce domaine, avec nos trois invités, le général Bertrand Cavalier, Grégory Joron, qui est secrétaire national des CRS au syndicat Unité SGP Police et Faux, et Sébastien Rocher, chercheur, sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des rapports entre forces de l'ordre et société française. Il y a tout de même, on a l'impression, mais j'ai peut-être tort, qu'il y a une résistance à ces changements de doctrine à l'intérieur peut-être de certaines forces de l'ordre, en tout cas qu'il y aurait une impossibilité d'aller au-delà. Est-ce qu'il faut changer la doctrine? Est-ce qu'il faut la conserver, parce que vous dites qu'elle est à la française et qu'elle existe depuis longtemps, général Bertrand Cavalier, ou est-ce qu'il faut la faire évoluer d'une manière ou d'une autre, prenant en compte effectivement que les manifestations elles-mêmes changent de nature? Mais tout évolue et il faut savoir évoluer. Mais a-t-on posé vraiment le problème? Si le problème n'est pas bien posé dès le départ... Alors quel est-il le vrai problème, c'est celui c'est ce qui relève du constat que nous partageons tous les deux. Avec Grégory Joron. Certes, il y a eu un problème, un défaut d'anticipation. Alors là, on y remédie de plus en plus, puisqu'il faut être mieux renseigné. Il y avait eu d'une certaine manière, on avait baissé la garde vis-à-vis notamment de mouvances de milices ultra-gauche, etc. Bon, deuxièmement, au niveau de la conduite de maintien de l'ordre, il y a un problème notamment sur la préfecture de police de Paris. Et troisièmement, il y a eu cet emploi d'unités non formées, qu'on a mis en première ligne, qui souvent, d'ailleurs, ont coiffé et sont allés au-devant des escadrons de gendarmerie mobile ou des CRS. C'est-à-dire qu'on était sur une inversion complète, et là, on n'était plus dans la doctrine. Ça a été vraiment le n'importe quoi à un moment donné. Sébastien Rocher. Bon, moi, je pense que c'est d'abord un problème politique. D'abord, l'appréciation de la situation est politique. Le général Cavalier, tout à l'heure, disait violence extrême le 1er décembre. Bon, les manifestants n'étaient pas armés d'armes à feu, n'ont tué aucun policier. Donc, c'est pas ça, la violence extrême. Moi, je l'ai vu dans différents pays où j'ai travaillé. C'est pas ça du tout. Donc, je pense qu'il y a un problème politique d'évaluation de la situation. Il y a des Français qui étaient très en colère, très nombreux dans toute la France. Et il va y avoir d'autres colères autour du climat, etc. Les gens sont très mécontents, ne croient plus dans les élites politiques. Et ce n'est pas la police et la gendarmerie qui vont régler ce problème. Donc je pense que dans la question de l'ordre, il y a d'abord la question de l'injustice dans l'ordre tel qu'il est. Donc ça, c'est une question politique. C'est aux responsables politiques de l'aborder. Et pas aux responsables de maintien de l'ordre. Ce n'est pas des questions de manœuvre, c'est pas des questions... C'est cette question politique. Voilà, Monsieur Macron a commencé à s'en rendre compte quand il était un peu trop tard. Il a commencé à lâcher du lest, etc. Bon. Mais c'est d'abord un diagnostic politique demandé à M. Collomb. M. Collomb part du ministre de l'Intérieur, il quitte le ministère de l'Intérieur quand il comprend ce qui est en train de se passer avec le prix du diesel et la limitation à 80 km/h. Parler à des hommes politiques qui connaissent le terrain. Donc voilà, ça, c'est pas juste une information, c'est pas juste une question de renseignement avant la manifestation, c'est la question de connaître, de comprendre les niveaux de conflictualité qui se développent dans la société. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, il y a la question de l'attachement aux droits fondamentaux. C'est pas un hasard si les pays du nord de l'Europe s'interdisent d'utiliser les LBD, s'interdisent d'utiliser les différents types de grenades explosives. Les pays les plus attachés aux libertés fondamentales ne se donnent pas le droit moral de mutiler les citoyens. Donc ça, c'est une réflexion morale et politique. Comme en France, ces armes existent, la réflexion sur l'évolution ne peut se faire qu'avec les policiers et les gendarmes. Ça ne peut pas se faire sans. Mais ça ne peut pas se faire qu'avec eux. Il y a des médecins qui ont documenté les effets. Il faut les entendre, il faut les écouter. Il y a des observateurs de la police qui ne sont pas des professionnels des manœuvres, etc. Il faut les écouter. Voilà. Et la dynamique des manifestations est très mal connue, très peu étudiée. On ne nous donne pas, en tant que chercheurs, nous, les données nécessaires qui permettent de modéliser. Qu'est-ce que vous appelez la dynamique des manifestations? Parce que moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, une dynamique de manifestation? Ce qui va se passer dans une manifestation n'est pas écrit avant le début de la manifestation. Bien sûr. Voilà, et ce sont les différents types d'échanges qui vont avoir lieu sur le terrain
qui vont engendrer une dynamique qu'on n'a pas comprise. Et c'est à la fois, ce qui a été d'ailleurs très bien décrit par M. Joron et M. Cavalier, les mouvements du côté de la police, mais c'est aussi les mouvements du côté des différents groupes hétérogènes de protestataires. Et ça, c'est quelque chose que l'analyse mathématique pourrait faire progresser. On a aujourd'hui à la fois les vous voulez faire rentrer les algorithmes dans la conception des manifestations et du maintien de l'ordre. Ça commence à être fait à l'étranger, mais en France, malheureusement, on ne le fait pas. Les collègues allemands ont commencé à travailler sur les dynamiques avec les éléments fragmentaires, avec les éléments de vidéo, etc. Donc on serait capable, si vous voulez, d'intégrer les connaissances scientifiques dans la gestion. Voilà, mais avec les professionnels, pas contre les professionnels, avec eux. Grégory Joron, vous ne semblez pas convaincu par le plaidoyer de Sébastien Rocher des algorithmes et de la possibilité. Je pense qu'il va falloir s'acheter un paquet d'ordinateurs très performants. Mais bon, après, non, simplement pour revenir sur le 1er décembre, parce que on a parlé de violence extrême. Je pense que le général a eu les mêmes témoignages du côté des gendarmes ou des remontées d'informations qu'il a pu avoir également. Moi, j'ai eu contact avec des CRS et surtout les 3 compagnies qui étaient engagées et fixées pendant les quelques heures très intenses en haut des champs. Très clairement, c'est des violences qu'on a rarement connues en CRS et pour des forces mobiles. Et les témoignages de mes collègues qui sont pourtant des professionnels aguerris étaient de nous dire on pensait qu'on n'allait pas s'en sortir. Alors oui, heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais il me semble que justement la doctrine du maintien de l'ordre et sa philosophie, au départ, c'était de légitimer et de garder cette distance simplement parce qu'on estimait que les manifestants et ceux qui pouvaient des fois déraper restaient quand même des citoyens, d'où la mise en place de cette distance qu'on essayait de garder pour ne pas blesser les personnes dans les chairs. Mais ça, cette distance, elle a été oui, elle a été cassée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand des gens prennent l'Arc de Triomphe, jettent de l'acide sur des policiers, etc., on peut estimer que c'est des citoyens qui s'égarent? Je pense que c'est des criminels, donc il faut reposer les choses comme il faut aussi. Bertrand Cavalier. Alors, je vais revenir rapidement sur le premier point, sur identifier les lignes de conflictualité. Moi, j'ai servi en Picardie, je connais la région Picardie, 2007-2009. J'avais déjà écrit, et j'ai d'ailleurs, dans certains articles, évoqué tout ce qui allait aboutir au travers du mouvement des Gilets jaunes. Bon. Alors, c'est-à-dire que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer? Non, mais ça pose le problème d'un système qui peut être très violent sur le plan économique et social, je ne le nie pas, mais là qui renvoie à la finance à la financiarisation, à la dévalorisation de la valeur travail. Il y a plein de choses. Il y a plus les territoires périphériques. Bon. Mais ça, c'est le problème des politiques. Et moi, en tant que citoyen, bien entendu, je m'y intéresse. Je veux revenir quand même sur l'aspect plus précis du maintien de l'ordre. Bon. D'abord, l'Allemagne, la réponse pénale est beaucoup plus ferme qu'en France. Là, alors maintenant, il semble qu'en France, on se décide à être quand même un peu plus répressif vis-à-vis des comportements extrêmement violents qui étaient jusqu'à présent, d'une certaine manière, banalisés et tolérés. Éric Drouet a été condamné aujourd'hui pour sa matraque, mais relaxé pour groupement en vue de violence. Donc ça n'est pas non plus très, très fort comme... Non, mais vous avez eu les Allemands, là, des activistes allemands sur le G7, les gardes à vue, les peines sont tombées, détention d'armes. Donc là, les gens ont été condamnés immédiatement. Pour Éric Drouet, c'est 500 € d'amende avec sursis pour avoir participé à une manifestation avec une sorte de matraque dans son sac. Maintenant, pour les violences extrêmes, moi je trouve que ce serait intéressant lorsqu'à Saint-Astier, on invitait, y compris des chercheurs, etc., on les mettait déjà en situation. Pourtant, c'est que l'entraînement. Donc moi, j'appelle les différents observateurs à faire preuve d'une certaine modestie, qu'ils aillent revêtir un casque, une tenue, et qu'ils aillent participer, intégrer une unité de CRS ou de gendarmerie mobile. Non, mais ça n'est pas vie ma vie non plus. On ne peut pas se mettre à la place. On ne peut pas dire, vraiment, je ne veux pas être dans la polémique, on ne peut pas dire que le 1er décembre, ça n'a pas été paroxystique. Il y a eu des tentatives de lynchage, ça a été extrêmement violent. Et enfin, pour ce qui est donc... la Suède, le système policier est en complètement décomposition. C'est vraiment un pays qui était sur une approche très angéliste des choses. Et maintenant, il y a des foyers de plus en plus conflictuels en Suède. Non, il faut revenir. Je crois qu'il faut faire preuve de bon sens et dire qu'on a un concept en France, mais ce concept, il faut le respecter. Voilà. Et ce concept, il a été rodé, il doit évoluer certainement. Et moi, je suis tout à fait... dans quel sens vous voulez faire évoluer justement cette doctrine de maintien de l'ordre? Alors, je donne un exemple très simple. Je crois que, et là, c'est vrai que les Allemands, de ce point de vue, sont intéressants, c'est qu'il faut pouvoir davantage informer une foule,
une manifestation. Vous dites par exemple, Grégory Joron, que dans une foule qui n'est pas habituée à manifester, ils ne comprennent pas les signes qui sont des signes habituels qui sont envoyés à des manifestants traditionnels, les tirs de fusées, les choses comme ça, les sommations. Les sommations, les choses comme ça ne sont pas comprises de la même manière quand on n'a jamais fait de manifestation que quand on est habitué à ces manifestations. C'était déjà des questions qui étaient posées par les préconisations du rapport IGGN-IGPN de 2014 que M. Rocher a cité tout à l'heure, qui faisait malheureusement suite au barrage de Sivins et à la mort de Rémi Fraisse. Il y avait eu déjà... Rémi Fraisse, on peut dire que c'est un début tout de même, ce moment-là, et un moment important. Non, c'est un début de réflexion avec des préconisations qui étaient intéressantes justement sur la communication de l'emploi de la force, qui est tombée dans un tiroir. On ne sait pas, on a depuis eu aucun groupe de travail. Oui, mais depuis ce moment-là, effectivement, de la part des manifestants, il y a ce souvenir de Rémi Fraisse qui est un souvenir traumatique et très... Ça reste forcément dramatique, mais voilà. Mais au-delà de ça, on a eu encore une fois ces manifestations. Il est essentiel également que les gens soient mieux, je dirais, informés sur ce qui encadre le droit de manifester. On est quand même dans une démocratie. Si on parle de démocratie, eh bien, le cadre juridique devrait être davantage expliqué. Et deuxièmement, pour ce qui est de la gestion de la foule proprement dite, notamment qu'elle bascule d'une notion de manifestation à une notion de rassemblement, à une notion d'attroupement, eh bien, et qui va se traduire par une dispersion, il faudrait avoir des moyens, notamment comme en Allemagne, de mieux adresser donc aux manifestants le contenu, le message de la sommation, c'est-à-dire l'obligation de se disperser, de s'éloigner. Pour aller plus loin, mais pour compléter ça, en effet, on doit grandir sur cette pédagogie et cette information aux manifestants, parce qu'il va y avoir un double effet bénéfique, c'est-à-dire qu'on va responsabiliser le citoyen, c'est-à-dire que si on l'informe du point chaud, de l'endroit, de l'utilisation de la force, pourquoi on a utilisé le gaz et surtout l'informer qu'il ne faut pas se rendre à cet endroit-là, ça va permettre aussi aux effectifs sur le terrain d'avoir en face d'eux finalement que ceux qui veulent en découdre et de pouvoir pour le coup avoir une gestion du maintien de l'ordre qui est bien plus facile, puisque on aura en face de nous finalement des délinquants qui savent très bien qu'ils n'ont plus le droit d'être là, qu'il faut se disperser et qu'on utilise la force parce qu'on a respecté le cadre légal. Sébastien Rocher, pour conclure, vous ne faites pas partie de ces experts dont on parle depuis le début, qui sont convoqués par le ministère de l'Intérieur pour réfléchir à l'évolution du maintien de l'ordre, pas plus d'ailleurs que nos deux autres invités, Grégory Joron et Bertrand Cavalier. Vous attendez quoi justement de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Un changement total de bout en bout de la doctrine du maintien de l'ordre, ou quelques évolutions très, très minimes? Non, moi je pense qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. On a en France la doctrine qu'on a, il faut partir de là. On a les éléments, c'est plus des principes que de la doctrine, il faut partir de là. On ne peut pas faire la révolution étant donné la complexité de la matière. Mais les grandes orientations, Grégory Joron est d'accord avec vous, je vous le dis. C'est d'aller vers le modèle KFCD, c'est-à-dire effectivement la connaissance et l'interprétation de ce qui se passe. Des Français en colère, ce ne sont pas des meurtriers, ils sont très en colère. La police a même réussi à les radicaliser, ce qui est quand même un exploit, alors qu'ils n'étaient pas du tout anti-policiers. La facilitation, ça a été dit, des échanges de communication pendant la manifestation, c'est très important. La facilitation du droit à manifester, ça on l'oublie. Aussi le soin apporté aux victimes, le fait que la police soit là pour empêcher de casser, mais qu'elle prenne soin des victimes. Et les mécanismes de différenciation, ça a été dit par M. Joron aussi, la meilleure ciblage de ceux qui cassent versus ceux qui sont simplement des manifestants pacifiques et parfois énervés. Donc ça, c'est les principes KFCD, je pense, qui sont intéressants à regarder. Merci beaucoup à vous, Sébastien Rocher, merci Grégory Joron et merci Bertrand Cavalier, général Bertrand Cavalier, d'être venu pour ce débat sur les changements possibles dans le maintien de l'ordre. C'était le temps du débat. Merci à Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Baye, Hugo Boursier, Louise André, l'équipe du temps du débat. À la technique aujourd'hui, Pascal Baudin. À la vidéo, Jordan Fuentes. À la réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Il est 18h59 et je vous vois revenir dans